Moi, je suis monté à Paris et cette année sabbatique dure depuis 25 ans maintenant. C'était un accident de parcours. C'est le petit con qui venait péter à table le dimanche. J'aurais tellement aimé être avocat aussi. Est-ce que le fait de faire de l'humour, ça cache une fragilité? Bonjour à tous et bienvenue dans Tous Wonder, le média qui parle de votre point de bascule. Aujourd'hui, on reçoit Mathieu Madénian. Il est humoriste, comédien, chroniqueur. Dans son 4e et dernier spectacle, À pleurer de rire, il parle de sa paternité. Il a l'esprit vif. Chez lui, l'autodérision est clairement une religion. Il va venir nous parler de sa trajectoire, de sa passion. Et vous allez l'entendre, il était initialement quand même destiné à devenir avocat spécialisé en criminologie. Tous Wonder, c'est tous les mardis sur YouTube. Vous pouvez aussi nous écouter sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Amazon et Apple. Vous pouvez donc nous regarder, nous écouter un peu partout et un peu tout le temps. Et merci à notre sponsor Aromazone, c'est la marque spécialisée en soins au naturel en France. Aromazone a publié récemment un livre de soins coécrit avec des experts qui permet d'avoir des bons conseils, des bonnes pratiques pour entretenir sa peau. Et le plus, et non des moindres, c'est que 100% des bénéfices des ventes de ce livre sont reversés à Fosséo, c'est le fonds de dotation de l'hôpital de la Timone à Marseille, et ça permet de soutenir le service d'oncologie pédiatrique. Évidemment, ça me touche parce que je suis maman, et ça permet notamment d'acquérir une machine de pointe qui permet de soigner les enfants et de prévenir les récidives à l'âge adulte. Bravo à eux et merci donc à Aromazone. Tous Wonder, c'est maintenant avec Mathieu Madénian. Mathieu Madénian, merci 1000 fois d'être avec nous. Je suis hyper contente de te recevoir. Dans Tous Wonder, on commence toujours par un point de bascule. Ouais. Et le tien, tu m'as dit, c'est juillet 2023. Est-ce que t'as vu que j'ai mis mon pull mauve joli? J'adore. Il est beau ou Il pas? est trop beau. Je me pose la question depuis ce matin, me dire est-ce que je suis ridicule ou joli? Non, il est top, ça, Il est c'est bien trop beau. Mais c'est la première fois que je le mets pour ton Bah podcast. écoute, tu voilà. pourrais le remettre. Ouais, Merci, cool. je suis très honorée. Ton petit point de bascule, même ton grand point de bascule, naissance de ton fils, juillet Oui. 2023. Pourquoi c'est un point de bascule dans ta vie? Parce que je pense que pour la plupart des gens, le premier, du moins, ça, quand même, ça serait. À mon avis, si ça se fait pas un truc, c'est que quelque part, t'as pas de T'es cœur. chelou. Hein. Ouais, t'es un peu chelou quand on dit ton gosse. Mais le point de bascule, parce que c'est ma vie a changé, mais pas par rapport alors le fait d'avoir un bébé, ça c'est sûr. Mais c'est le fait de te rendre compte. Je me suis rendu compte à quel point j'étais auto-centré sur moi. À quel point j'étais. Alors je dis pas que je suis plus un connard, mais à quel point j'étais un gros connard. C'est-à-dire, je pensais qu'à ma gueule. Vraiment, hein. Ouais. C'est-à-dire, c'est moi qui passais avant, ma carrière, mon boulot, mais et quand t'as un gamin, ton centre de gravité change complètement. Ouais. C'est-à-dire, c'est lui qui prend... Tous tes choix sont faits par rapport à lui. Tu vois, là, on s'est retrouvés, j'ai fixé l'horaire par rapport à la crèche. Tu vois, alors que... Mais c'est ça. Et si on t'avait dit ça il y a 10 ans, t'aurais halluciné, Jamais, je quoi. lui dis attends, ça va pas ou quoi? Ouais. Non. Et là, oui, tout est fait en fonction de lui. Alors, je sais pas. Alors, tous les psys vont dire non, il faut que tu sois équilibré parce qu'un parent équilibré, c'est un enfant équilibré. Mais en attendant, tous mes choix de carrière pour l'instant, alors, j'ai pas non plus une carrière qui, mais tous mes choix sont en fonction de lui, ouais. Tu l'as eu à 48 ans, c'est ça? À cet âge 47, c'est ça? 47? Ouais. Pourquoi il est arrivé aussi tard? Est-ce que tu t'avais pas projeté de fonder une famille? Si, parce que j'étais quand même, je suis le parrain de 5 gamins à la base, parce que j'ai une carte gold, donc tous mes potes se disent vas-y, il va acheter des cadeaux. Mais je pense que parce que j'ai rencontré la bonne personne, tout simplement. La question elle s'est pas posée, quoi. Je pense que c'était évident. J'ai pas fait un gosse parce que je me suis dit c'est le moment ou jamais. C'est maintenant ou après ça sera trop tard. Non, j'ai rencontré la bonne personne. Et elle est merveilleuse en 2 mots. Tu connais ce merveilleuse? Voilà, elle est là. Trop mignon. Donc ça me permet de continuer à faire mon taf. Et je sais que derrière, ça, c'est comme au foot. Ouais. Tu vois, je m'amuse, je suis l'attaquant, je mets les buts et ça, c'est moi qu'on voit, vous voyez. Mais s'il n'y a pas C'est elle derrière, qui fait tout, en fait. celle qui fait tout, celle qui distribue les ballons, qui gère la défense. C'est trop bien. C'est trop bien. J'aime bien merveilleuse. Mais c'est ça, en 2 mots. C'est trop cool. Tu m'as dit aussi, quand on a préparé l'émission, que c'était aussi un point de bascule parce que tu t'es rendu compte aussi de cette énergie vitale qui aurait pu basculer à un moment et au moment de Charlie Hebdo. Est-ce qu'on peut revenir sur Charlie Hebdo? Tu m'as dit qu'au moment de la naissance de ton fils, tu t'étais dit aussi, waouh, j'aurais pu ne pas vivre ça. Ouais, parce que tu tapes... Ah oui, il y a un truc aussi quand t'es un gamin, c'est que tu te dis, je peux plus mourir. Bah oui. C'est ça, en fait. Parce que je suis venu en vélo. Avant, je mettais pas de casque.
Maintenant, je mets le casque, je respecte le feu rouge, je gueule sur les mecs je suis devenu un vieux con. Bien, le feu rouge. Parce que je me dis, il faut pas qu'il m'arrive quelque chose. Comme à ma femme d'ailleurs. Il faut qu'on soit là parce qu'il y a quelqu'un qui nous attend là. Donc c'est comme pour Charlie, quand il y a eu les attentats, tout ça, j'ai continué à bosser à Charlie Hebdo pendant quelques années. Mais là, peut-être, je sais pas si je le referais parce que je me dis, putain, il y a quand même... Pour bien comprendre, tu bossais à Charlie Hebdo et tu étais attendu dans cette conférence de rédaction le jour de l'attentat. Ouais. Mais tu n'es pas arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire? C'était la première conférence date de l'année. J'y allais pas souvent parce que moi, j'envoyais des cartes postales à Charlie parce que j'avais toujours le syndrome de l'imposteur. Charlie Hebdo, c'était Sharp, Cabu, c'était des gens tellement... qui avaient des avis sur tout, c'était des gens tellement intéressants, tellement plus intelligents que moi, mais vraiment en plus, tellement plus militants en fait. Moi je suis pas militant, je suis un mec qui fait des blagues et je suis militant à ma manière, mais là c'était vraiment la Champions League des militants. Ouais. Et Sharp voulait absolument que j'écrive des conneries dans Charlie Hebdo et donc je me suis trouvé à écrire des cartes postales, ça me permettait de garder cette distance et j'écrivais cher Charlie, j'espère que tu avais... Mais je faisais des blagues sur moi dans le métro, tu vois, c'était assez... C'était cool. Ouais, voilà. Et donc, j'allais quelquefois aux conférences de Charlie parce que j'adorais voir ces mecs discuter entre eux. C'était des combats de points de vue différents. C'était super intéressant. Et puis, c'était la première conférence de rédac. Je devais amener un gâteau des rois. C'était à 10h, la conférence de rédac. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai eu un problème de télé à ce moment-là. Donc, j'ai essayé de régler ma télé comme je pouvais. Puis, j'ai appelé Charles pour dire que j'aurais un peu de retard. Et puis, j'ai eu de la chance. Beaucoup de chance. Sinon, on serait pas en train de discuter. Mais ça, j'ai pas encore réalisé, je crois. T'as pas réalisé? Non, je crois qu'on peut pas réaliser ce genre de truc. Ouais. On peut pas réaliser. Je pense qu'on peut pas réaliser quand on est passé à côté d'un attentat djihadiste. Ça n'a pas de sens, en fait. Mais t'as fini par y aller, t'es arrivé en retard. Ouais, je suis allé quand même. Il fallait que je voie. Ouais. Il fallait que je voie. Il fallait que sinon, j'aurais pas pu réaliser. Et puis, c'était tellement extraordinaire en 2 mois encore. Tellement. Maintenant, on te parle d'attentat comme on te parle de... Il y a quelqu'un qui s'est fait machin et tout. Mais un attentat, c'était inconcevable. D'ailleurs, c'est ça qui est triste, c'est que maintenant, c'est rentré pas dans les mœurs, mais on s'y est habitué. Ça s'appelle la résilience, mais du mauvais côté. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Tu crois aux anges gardiens? T'as l'impression que t'as eu un ange gardien là, ce jour-là? Tu vas te moquer de ma question. Non, mais c'est comme les gens qui disent, je crois en Dieu. Alors moi, j'ai même pas le temps de poser la question. Et puis, je trouve que si Dieu existe, c'est Woody Allen qui disait, si Dieu existe, Dieu existe, mais pas encore. Et ce jour-là, Ce jour-là, je crois qu'on a de la chance dans la vie. On est... Je sais pas. Je sais pas trop s'il y a des anges gardiens. Ma grand-mère t'aurait dit oui, mais ma mère t'aurait dit oui. Je sais pas trop. J'ai déjà beaucoup de chance. Si en plus il faut que je me dise, il y a quelqu'un qui veille sur moi. On est quand même des privilégiés, donc je trouve que c'est un peu déplacé de parler d'ange gardien, de Dieu, de machin, alors qu'on est là en train de discuter, on boit du café, on est machin, alors que t'as des génocides sur toute la planète, t'as des gens qui dorment dehors. C'est un peu Miss France de dire ça, mais je trouve que si Dieu existe, il faudra qu'il nous donne des explications quand même. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Charlie Hebdo, t'as quand même continué à bosser pour eux après. Ouais, 2 ans. J'ai continué. Pourquoi j'ai continué? La question s'est pas posée non plus. J'adorais ce moment où j'étais chez moi avec mon café. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais raconter? Mon ordi, et j'ai dit, cher Charlie. Ça, c'était important pour moi. Puis, il fallait continuer un petit peu aussi. Il fallait continuer. C'était important. Il fallait pas que ça meure. Alors, je dis pas que j'étais la pièce angulaire. Absolument pas. Mais au moins, j'ai mis mon 0,1%. Est-ce que tu penses, ça me fait penser à une question d'après, mais qu'on peut rire de tout, du coup Oui, bien sûr. C'est une question qu'on peut encore... La preuve, on est dans un pays où on peut encore se poser la question. Ouais, je pense pas qu'en Turquie, en Iran, en Arabie Saoudite, ils se posent la question, est-ce qu'on peut rire de tout? Ouais, non, ça c'est clair. Donc voilà, c'est quand même un privilège déjà de se poser la question. Et quand on peut la poser, on peut rire de tout. Oui, on peut rire de tout. Après, il faut être marrant. Et après, il faut rire de tout. Ça dépend avec qui. Moi, les gens avec qui je ris de tout et qui me font le plus marrer, c'est des gens qui ne seront jamais connus. C'est mes potes avec qui je joue à la belote. Et là, on rit de tout. Mais parce que je sais que je suis en confiance et que mais maintenant, rire de tout... non, mais maintenant, c'est un peu compliqué parce que tu peux aussi te faire attraper, machin. Tu sais, tu peux te prendre un bad buzz. Ouais, faut être marrant. Si c'est marrant et que t'assumes. Si tu peux te regarder dans la glace en disant, bah ouais, vas-y, si je suis devant un tribunal, populaire ou pas d'ailleurs, et qu'on me dit, mais pourquoi t'as dit ça et que je peux le justifier? Oui, j'ai aucun souci là-dessus. Moi, j'ai fait ce boulot pour être... Et je me suis jamais posé la question. Mon spectacle, je me marre de tout. En même temps, je bossais pour Drucker et Charlie Hebdo. Et dans les 2 cas, personne ne m'a fait chier à aucun moment.
Moi, jamais personne n'a regardé mes fiches, jamais personne n'a regardé mes textes. La base, il faut que ça soit marrant et assumé. Après, on s'en fout. Qu'est-ce qui t'a amené à ce métier? Parce que moi, j'ai découvert que tu n'étais pas du tout destiné à faire de l'humour. Ouais. En fait, t'as fait des études de droit brillantes, en fait. Ouais. T'étais censé être avocat spécialisé en criminologie, quoi. C'est ça. Mais on a le droit d'avoir plusieurs passions dans la vie. Bah, moi, j'adore le droit et j'adorais faire la comédie. J'adorais la comédie. Je trouvais ce muscle incroyable. Je regardais les films de De Funès et mon père qui se marrait quand je comprenais rien. Je me dis, mais comment ce mec a cet effet sur mon père? Et on fait toujours les choses. C'est jamais gratuit. C'est comme les plus belles chansons que t'aimes. C'est toujours lié à une situation. On n'aime pas les choses gratuitement. Ça nous ramène à notre enfance, à nos souvenirs, à ce qu'on a essayé, ce qu'on a réussi, ce qu'on n'a pas réussi, ce qu'on a échoué. C'est la chanson de Veillez tard de Goldman. Tu la connais? Ouais. Putain, alors celle-là, c'est une des plus belles chansons du monde. Je vous conseille de la regarder, de l'écouter du moins. Et donc, moi, je vivais dans le sud de la France, à côté de Perpignan, et donc quand il y avait les vacances, je réussissais mes examens en juin, et pendant les vacances, j'allais faire le con dans les villages de vacances, et donc je faisais du micro. Et un jour, ça m'a plu. J'ai terminé mon long cursus universitaire, et j'ai pris une année sabbatique. Il y en a qui font le tour du monde. Moi, je suis monté à Paris, et cette année sabbatique dure depuis 25 ans maintenant. C'est génial. Parce que j'ai eu beaucoup de chance. Encore, tu vois, si tu vas me dire, c'est un âge gardien, il y a beaucoup de chance en fait. J'ai rencontré les bonnes personnes. J'ai été engagé dans Un gars, une fille dès le début. Dès que je suis monté à Paris, je faisais les voix dans Un gars, une fille, donc ça m'a permis de payer mon loyer. Et la question après, c'est plus posée. C'est plus posé, quoi. Ben, en fait, je pense que dans la vie, quand tu fais les bons choix, le ciel conspire pour toi. On va dire, c'est pas Écoute, t'as de la chance, parce que tout le monde dirait pas ça, quoi. Ouais, c'est clair. Mais là-dessus, j'ai eu de la chance. Alors, il y a d'autres domaines où je me prends des murs, mais sur ouais. Là, au moins, je me dis, quand j'ai fait un choix, je sais tout de suite s'il est bon ou pas. Ouais. Et du coup, t'as fait du droit quand même pour assurer le coup, ou à un moment où l'humour est venu parce après, qu'il y a tes parents qui me payaient mes études, et puis tu te posais pas la question. À l'époque, humoriste, c'était pas un métier. Ouais, c'était des accidents. Et Sylvie Joly était avocate, De Maison était avocat. Tu disais pas, de nos jours, tu peux te dire j'ai envie d'être connu, ou j'ai envie d'être humoriste. C'est pas un métier, être connu. Oui, mais j'ai envie d'être humoriste. Mais à l'époque, tu disais pas tiens, j'ai envie d'être humoriste. C'était un accident de parcours. Maintenant, il y a des gens vraiment qui se disent je vais être humoriste. T'as même des écoles d'humour, n'importe quoi. Mais à l'époque, c'était pas un choix. Tu devenais humoriste parce que t'étais une espèce d'anomalie, tu vois, tout. Tu te définis comme ça? Une anomalie? Ouais. Ouais. C'est vrai. Quand je vois mes potes sont avocats, ils s'éclatent, remarque. Je dis des conneries parce que j'aurais tellement aimé être avocat aussi. Juge, procureur, j'aurais adoré ça. Mais alors, donc c'est quoi ton diplôme? Parce que t'es allé super loin en fait. J'ai passé mon concours d'avocat et après j'ai passé des diplômes de criminologie. DEA et DESS à l'époque, je parle comme un vieux, c'est Master 2. J'ai passé 2 Master 2. DEA de sciences criminelles, DEA de sciences criminelles à Montpellier et DESS police et société à Toulouse. Et donc t'es avocat, t'es diplômé en tant qu'avocat? J'ai pas validé le diplôme parce que j'ai pas passé le diplôme, j'ai fait de la crimino direct derrière. Ok. Ouais, je me suis dit, j'ai le temps de pas. En fait, j'ai arrêté. Si demain tu voulais reprendre, c'est possible ou pas? Non, maintenant je suis un peu trop connu. Ouais. C'est ni positif ni connu. Je serais pas crédible. T'imagines? Tu me vois plaider, tu vas vas-y, il va faire. Sur une scène de. Enfin, ouais, il va faire une blague. Sur un truc. Mais j'aimerais bien. Criminologue, j'aimerais bien, ouais. Et bosser la criminologie. C'est génial. Ouais. Et en fait, tu te motivais à réussir tes partiels, tes examens. En juin pour être libérer. Tranquille, juillet, août, septembre. Tu faisais quoi l'été? L'été, tu dis, je prenais le micro, mais donc t'allais où? T'avais des... Il y avait des villages de vacances à côté de chez moi, et je prenais les potes avec qui j'avais passé l'année en maîtrise, DEA, DESS, et je leur ai dit, les gars, ça vous dit un job d'été? Et donc, là, à midi, je bouffe avec un des plus gros avocats pénalistes de Paris. Il était DJ dans mon village de vacances. C'est génial. Pendant 2 mois, il mettait la musique, il comprenait rien, il mettait la lambada, les machins, et maintenant, c'est un mec qui plaide pour des affaires, machin. Et en fait, ça nous permettait de continuer l'année à faire la fête pendant 2 mois parce que c'était des villages de vacances et on était payés pour faire les cons. C'est génial. C'est les derniers moments où tu pouvais te dire il y a un truc qu'on perd quand on grandit, et alors quand on a des gosses, je t'en parle pas, c'est l'insouciance. Tu ne le récupéreras jamais. C'est un truc jamais. Ouais, c'est vrai. Les derniers moments où j'étais vraiment insouciant, c'est quand je faisais mes saisons d'animation parce que je m'éclatais. Je vivais le moment à fond et je savais ce que j'allais faire en septembre. Et je me posais pas la question de est-ce que je vais avoir du boulot, un toit sur la tête. Non, c'était tellement simple à l'époque.
Ouais, c'est vrai que ça fait envie. Ouais, mais j'ai Et l'insouciance. tes premiers sketchs, tu les as commencés. Tu m'as parlé d'un sketch Rambo, c'est pas ça? Il y avait un truc. C'est ça, quand j'étais minot, je regardais un sketch de Dupontel Ouais. qui s'appelait Rambo dans une émission de Patrick Sébastien qui s'appelait Carnaval. Mhm. Et quand j'ai vu ce gars-là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire plus tard. C'est vraiment ça que je veux faire, c'est être Dupontel. C'est un vrai artiste, ce gars-là, libre, totalement libre. Complètement. Et d'ailleurs, il est tellement fort qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais si tu vois un film de Dupontel, tu sais si c'est du Dupontel ou pas. C'est vrai. Dès que tu dis, ah ben, le style Dupontel, tu le vrai, sens c'est tout de juste. suite. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a plu quand t'as vu ce sketch? C'était quoi le truc? Tu t'en souviens? Pas de l'émotion Ouais, je me suis dit, mais en fait, c'était une évidence, en fait. Tu sais, c'est comme quand tu rencontres, t'as des coups de foudre amoureux, des coups de foudre amicaux, des coups de foudre professionnels et des coups de foudre. Ben là, je me suis dit, c'était un coup de foudre, pas du gars, parce que bien sûr, j'adore ce gars, mais un coup de foudre de ce qu'il représentait. C'était pas quand on faisait ce métier, on faisait pas ce métier pour gagner notre vie. Donc, d'ailleurs, j'ai gagné ma vie, moi, à partir quand j'ai eu 35 ans. Avant, j'étais intermittent du spectacle et j'allais faire les saisons et j'animais des karaokés. Et j'ai bien gagné ma vie, mais heureusement, à partir de 35 ans, quand j'ai commencé à faire donc tu t'es Drucker. sacrément accroché. Oui. Ouais. J'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont pas mal aidé aussi. C'est parce que je suis un privilégié à ce niveau-là. Et ce qui t'a permis aussi d'émerger, c'est ta rencontre avec Michel Drucker, tu le disais. C'est ça aussi le moment où il y a eu un boom. Ta vie, elle change. Ouais. À l'époque, Allez, putain, à l'époque, j'ai l'air d'un vieux con Non, boomer. tu n'as pas 70 ans, Il y avait ça va. 6 chaînes. Oui, il y avait 6 chaînes de télé. bien sûr. Donc Drucker à 19h à France 2, il y avait 2 millions de personnes qui regardaient. C'était les plus grandes stars. Allez, là, tout le temps. Maintenant, mais là, il est le dimanche en début d'après-midi, c'est pas le même game. Et puis, il y avait pas d'émission de talk show beaucoup. Là, fallait. Et moi, d'un coup, et je venais. C'est le petit con qui venait péter à table le dimanche. Ouais. C'était exactement la définition. J'adore ce tour. Et il me laissait libre de ce que je voulais faire. Et ça, c'était génial. Et pendant 4 ans, j'ai fait ça. 4 ans. Je rentrais chez les gens et la première fois, ouais, ta vie, elle change tout de suite. Tes salles se remplissent. Premier spectacle, j'ai fait 3 ans de tournée. Ça change tout, en fait. Et tu te dis, ça y est, je suis une star, je suis arrivé. Heureusement, il y a des choses qui te ramènent à ta fonction de raconteur de blagues, c'est tout. Qu'est-ce qui t'a ramené à ta fonction de raconteur de blagues? Le fait de, quand t'arrêtes Drucker, boum, ça retombe. Le fait de faire un deuxième spectacle, le fait de se renouveler, le fait de... T'es jamais arrivé dans ce métier. Le jour où tu penses que t'es arrivé, c'est que c'est fini, quoi. C'est terminé. Là, tu fais ton 4e spectacle, Yes. À pleurer de rire. Mmh. T'as changé de thème, là. C'est la paternité. C'est pas que, en fait, il y a de tout. C'est un spectacle de stand-up, donc je parle de Sarkozy, comme de mon gamin, comme de ma femme, comme enfin, je parle vraiment de tout. Il y a 20 minutes sur le petit, mais en fait, mais comme sur l'affiche, t'as un petit aussi. Parce que je trouve ça marrant Ouais. d'avoir un gamin en train de chialer, moi mort de rire. Je trouve ça. Et d'ailleurs, ça marche parce que les gens regardent, ils disent, c'est quoi ce truc-là? Ouais. Au lieu de faire une tête comme ça, là, un nouveau sûr. spectacle un peu relou comme ils font tous là, quelle flemme. Mais moi, les spectacles, ça a toujours été des accidents. Le premier, c'est un mec qui monte à Paris, qui raconte classique, le premier spectacle qui arrive à Paris. Ouais, Le deuxième, c'est ta vraie histoire. ouais, le deuxième, c'était suite aux attentats de Charlie, et il s'appelait En état d'urgence. Et je racontais le fait d'être dans cette société-là où tu te retrouves en état d'urgence. Bien sûr, c'est vrai. Le troisième, c'était, il y a eu le confinement, on voyait pas nos familles, ça m'a manqué, j'ai écrit sur la famille. Et ça s'appelait un spectacle familial. Et le quatrième, j'ai eu le bébé, et c'était pas que sur le bébé, parce qu'il y a des gens qui racontent la paternité et le fait d'avoir un bébé tellement mieux que moi. Tu vois, je veux dire, faut être lucide, il y a des gens qui le font tellement mieux, que je me suis dit, et ça m'a donné envie de raconter le fait de faire un bébé maintenant dans le monde dans lequel on vit, qui est en train d'exploser. Et donc, le bébé, c'est juste un prétexte. Alors, sans spoiler le spectacle, qu'est-ce que tu racontes un petit peu dans le spectacle? Je raconte déjà le fait d'avoir un bébé quand t'as à peu près 50 ans, le fait que et puis le fait d'avoir un bébé dans un monde où les extrêmes explosent, dans un monde où les glaciers fondent et la terre brûle. Et toi, tu te dis, tiens, si j'en faisais profiter quelqu'un de tout ça, c'est pas con ça. C'est dingue. Vu comme ça, c'est un peu. Mais c'est un peu ça. Ouais, non, mais ouais. Parce que c'est totalement Vu comme égoïste. Ça, tu te dis, on est quelque tous part, complètement on est complètement barrés de faire des gosses maintenant. Et pourtant, on les fait. Ouais. Voilà, et je raconte ça. Et donc, ça me permet de parler de politique, ça me permet de parler de relations de couple, ça me permet de... Parce que t'as un bébé,
tu sais très bien que le fait d'avoir un bébé dans le couple, ça crée un truc. Donc c'est chaud. Donc tu racontes le couple. Le bébé te permet c'est un prétexte en fait. Après je parle un peu du gosse, oui, bien sûr, parce que c'est l'homme de ma vie. Bah évidemment. Mais c'est un prétexte pour parler de plein de choses. Est-ce qu'il est aussi marrant que toi, ton fils? Là, il commence à faire des blagues. C'est vrai? Il veut être pomique plus tard. Il dit pomique. Donc il prend des trucs, il les cache comme ça. Et je suis obligé de faire non. Et il fait et je fais putain, quelle bonne blague. C'est trop mignon. Il est super marrant. Et donc, Pomic, tu lui as expliqué que. Voilà, il a vu, c'est à la crèche, les femmes de la crèche, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes, de femmes, c'est un métier assez féminin, qui lui disent papa, il est pomique. Parce qu'elle voit les conneries que je fais sur le truc. Et donc, il dit mon père est pomique. C'est trop mignon. Ouais, il est cool. Ouais. Alors parfois il participe, j'ai vu là sur les réseaux sociaux, c'est assez marrant, il participe à tes blagues, à tes mini-sketchs que tu fais comme ça au débeauté. Tu le fais naturellement ou Naturellement. C'est vrai? Ouais, d'ailleurs, j'ai aucune stratégie, il faudrait que j'en ai une un petit peu sur Instagram, tout le monde me le dit. Mais ouais, je prends mon téléphone, des fois il est à côté de moi, et je dis tiens, voyons ce qu'il va dire. Et je fais juste ça, et je dis t'as vu Sarkozy sorti de prison? Et des fois il dit rien, et c'est pas marrant, et des fois il dit un truc. Et je me dis mais c'est marrant ça. Et donc voilà, non, c'est jamais calculé. J'ai jamais rien calculé. Alors si tu vas avoir quelqu'un qui a un plan de carrière ou des... Oh là là, je suis nul à ça. Tu calcules pas? Non. Parce que j'avoue, moi, ça me fait beaucoup rire. Hein. Tant mieux, alors c'est gentil. Je suis... Mais j'ai rien... Alors non, j'ai aucun calcul là-dessus. Et donc lui, ouais, il est naturel, quoi. Non, moi, ça m'hallucine, parce que parfois, je me dis, mais attends, c'est pas possible, c'est tellement marrant. Oui. Mais cela dit, nos enfants, ils sont drôles, en fait. Mais un gamin, c'est drôle. Oui, un gamin, c'est drôle. Naturellement. Un gamin, c'est marrant. C'est tellement... ouais, c'est l'humour à l'état pur. C'est-à-dire, c'est cruel, gentil. Y a pas... C'est juste ça. C'est marrant, hein. Alors moi, c'est parce que la comédie, c'est mon métier, donc je le regarde faire. Je regarde comment il s'amuse, comment il fait des blagues, comment le fonctionnement. Ah, c'est d'une pureté. Mais t'as changé quand même tes blagues un petit peu, parce que c'était hyper engagé. Enfin, cela dit, tu parles encore de politique, mais t'étais vachement engagé. Puis là, t'es allé un peu dans le spectacle, j'ai une partie sur l'extrême droite et l'extrême gauche. Et le fait d'avoir un gamin maintenant, ouais, je donne quand même mon avis sur scène. Ouais. Après être engagé, j'ai jamais été... J'étais engagé, mais en fait, ça dépend pourquoi tu es engagé, en fait. Mais c'est tellement... la lecture de la société est tellement compliquée maintenant que pour se faire... C'est compliqué parce que maintenant, j'aimerais savoir est-ce qu'on peut être de gauche sans être critiqué en étant une sale gauchiasse de merde, et est-ce qu'on peut être de droite sans être de gros fachos? Ouais. C'est compliqué, hein? Ah, tu m'étonnes. Donc maintenant, tu es obligé c'est tellement polarisé, c'est devenu tellement manichéen que tu te retrouves... Attends, on peut pas se parler, on peut pas être un peu plus nuancé dans la vie, on peut pas... on est obligé d'être tout ou rien. Et ben en fait, on se retrouve là-dedans. Mais c'est pour ça que je te disais, est-ce qu'on peut rire de tout? Parce que c'est quand même hyper touchy, quoi. Je pense que si t'es consentant, oui. Et là, le fait d'être consentant, c'est soit les amis, soit les gens qui payent pour venir te voir. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que maintenant, les médias, c'est vrai que tu te retrouves... Avant, quand tu regardes la télé, tu allumais la télé pour voir quelqu'un. Mmh. Maintenant, tu te retrouves avec des gens que t'as pas décidé sur ton téléphone, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui réagissent. Là, j'ai fait des blagues sur Sarkozy qui sort de tôle en disant que son contrôle judiciaire, c'était... Une des obligations, c'était ne pas voir Darmanin. Mmh. C'est plutôt cool, hein, c'est plutôt sympa comme obligation. Tu dis, moi, dans ce cas-là, je veux être sur contrôle judiciaire, ne pas voir Darmanin, c'est quand même les vacances. Tu vois ce que je me suis pris dans la gueule? Ah, c'est vrai. Je dis, mais les gars, ça peut ne pas vous faire rire, mais de là à ouvrir son ordinateur, rentrer son code, m'insulter, valider, putain, ta vie, elle est compliquée quand même. Ah, c'est clair. Elle est tellement courte la vie, regarde des trucs qui te font marrer. Tu lis les commentaires? Oui, je réponds à tout. Tu réponds à tout? Je m'éclate. J'aime bien retourner les gens. Quelqu'un qui m'insulte et lui dire tu sais, c'est pas très gentil. Je suis avec mon fils là, à la base, je voulais juste faire marrer. Je peux considérer que j'ai raté ma cible, mais je trouve ta vulgarité un peu déplacée. Et t'as le mec qui te fait oui, c'est vrai que mais tu comprends quand même. Et hop, tu te retrouves à discuter en fait. C'est trop marrant. Ouais. Mais c'est ça, c'est 90% des gens qui t'insultent dans la vie. S'ils étaient en face de toi, ils le feraient pas déjà. Et il y aurait de la nuance. Mais les réseaux sociaux te poussent à aller dans l'extrême. Alors que si tu discutes avec les gars, ils te détestent, ou ils t'aiment pas, mais de là à vouloir te prendre par les pieds, te couper la tête, il suffit de créer le lien. Et tu leur dis, ça me fait mal. Ouais. Mais ça prend un temps fou. Le soir, j'ai le temps. Hein. Le gosse, il dort à 8h, on se retrouve avec ma femme, il faut pas faire de bruit.
Donc vas-y, Tu allez. réponds à tous les petits Je réponds commentaires. aux messages les plus... Alors, les gentils, je réponds, mais les gens qui me font des pavés d'insultes, j'aime bien répondre. Et ça te mine pas? Non. C'est vrai? Non. T'arrives à mettre une distance? Parce qu'ils la mettent. C'est un réseau Mais quand le mec social. ouais, c'est vrai, mais quand le mec t'insulte, tu peux te dire... Enfin, tu vois, Ouais. c'est comme si tu te prends des coups de bâton Mais sur la il suffit tronche. de regarder sa photo de profil. Tu vois que sa vie, elle est triste. Ouais. Ouais, je comprends. Mais c'est tellement... Enfin, alors, bien sûr, ça doit faire... Des fois, c'est un peu chiant quand tu prends un article de presse où tu te Ouais. démontres, comme ça m'arrive encore, et plein de fois. Mais sinon... Ouais, tu... Non, j'ai pas ce truc-là. Ça me fait mal. Quand les insultes sont belles, C'est quoi une belle insulte? un mec qui t'insulte, un beau pavé, qui critique toute ta famille, ton machin, qui va par A plus B, machin et tout, avec des menaces, j'aime bien. Et là, je réponds, gentiment. Ouais. Et j'essaie de le retourner. Et ça marche. Je te jure que ça marche. Ça marche. Comment tu fais pour être drôle tout le temps? Parce qu'il y a des moments, tu vois... Je suis drôle tout le temps, moi. Ouais, t'es drôle tout le temps. Oh. Moi, écoute, moi, je suis fan. Écoute, Ah ouais? franchement, j'adore. Je suis absolument pas drôle Non, tout mais le temps. ce que je veux dire, c'est que, tu vois, tu lis les commentaires, il y a un moment, t'es un peu down, ton gamin, il a un souci, t'as pu dormir 2 heures parce qu'il y a une bronchiolite, enfin bon, tu vois, et t'es crevé, t'as un truc qui va pas, machin. Comment on fait? Parce que ça va pas être facile quand on est comique, tu vois, parce que les gens, ils attendent, quoi, que tu fasses Alors, le c'est la show. même question, pour te dire que je suis pas... Quand je regarde CNews le matin à 9h, je me dis, mais comment ils sont autant d'extrême droite à 9h du mat? T'as 11h, tu te dis, ah mais je me lève, je prends le café, ça remonte, et on y va. Ouais. Parce que moi, à 9h, je suis pas marrant. Hein. Tu me viens chez moi à 9h, ma femme, elle est là, je suis pas marrant à 9h. Il faut attendre 14h. Mais eux, à 9h, et c'est là où j'admire les gens de CNews, je dis, putain, les gars. Ils sont au taquet. Oh, mais c'est à 9h, ils se lèvent à quelle heure? À 5h pour... Oui, pour être à 9h à l'antenne, ah ouais, oui, ça va mais 5 c'est... heures. Donc non, moi, je suis marrant. Et des fois, je suis pas du tout marrant. Hein. C'est pas un métier être marrant. Non, mais ce que je veux dire, c'est, t'as jamais la pression des gens qui font, vas-y. Ah non, tu jamais. vois ce que je veux dire? Ah non, jamais. Non, mais tu vois, genre les potes lourds, le truc. Non, ça m'arrive jamais, non. Non. Je réfléchis à ça. Attends, est-ce que quelqu'un m'a dit... Non, mais c'est sûr, je peux pas croire que personne t'ait dit, genre, fais une blague. Tu sais, les mecs, les lourds. Mais je vois plus personne, j'ai un gamin. Qu'est-ce que tu me dis? J'ai plus de potes, j'ai plus rien. Et les potes que je vois sont vraiment mes amis. Et du coup, c'est plutôt eux les mecs marrants. Ouais, ils attendent pas à ce que tu fasses. Mais je te jure show, que les gens quoi. les plus marrants du monde, tu les rencontreras jamais de ta vie. C'est mes potes. Ouais. Mes potes sont plus marrants que n'importe quel comique que tu connais. Tu veux pas qu'on les invite là? Oh, ça serait tellement marrant. Pour être les invités. Mais ton podcast, il saute direct. Hein. Mais c'est tellement des gens marrants. C'est pour ça, tu sais, c'est François Morel qui disait il y a de plus en plus d'humour et de moins en moins d'humoristes. C'est l'inverse. Il y a de plus en plus d'humoristes et de moins en moins d'humour. Voilà, excuse-moi. Donc, en fait, c'est ça. C'est devenu un métier de mec pas marrant. Peut-être que je suis dans ce lot-là. Mais qu'est-ce que c'est pas marrant? Qu'est-ce qu'ils sont plus marrants, mes potes? Tes potes, quoi. Mes potes, ma femme. Ouais. Ma femme est marrante. Ta femme, elle est marrante alors? Bah alors, regarde, elle m'a envoyé un message pour bosser à la DGSE. Ouais. Elle va être ambassadrice américaine à Londres parce qu'elle a vu une série. Elle s'est dit, c'est ça que je veux faire plus tard. Ouais. Je suis OK. Voilà, c'est sa lubie. J'y vais chercher le gauche à la crèche déjà et on verra après pour l'ambassade à Londres. Ta meuf, elle fait quoi dans la vie? Elle est en congé mat. Elle était née. Ah, trop bien. Ouais, c'est cool. Elle bossait dans une grosse société de flagrance. Et donc, le vin, le parfum, tout ça. Et là, elle est en congé mat? Ouais. Est-ce qu'il y a une annonce qu'on... Ah non, mais elle est en congé mat parce que comme elle est d'origine hongroise. Ouais. Hongrois, régime d'extrême droite, donc politique nataliste. Ah oui, donc accroche-toi, t'as 3 ans de congé mat pour le premier, et si t'as des jumeaux, c'est 6 ans. Ah ouais. Et ouais. Incroyable. Ouais, donc parce qu'elle bossait pour une boîte hongroise. Voilà, c'est ça. D'accord. Ok, très marrant. Elle était au Vietnam, elle était en Hongrie, et puis voilà. Et depuis, elle est à Bagnolet. Bon. Oui, ça va, écoute. C'est un peu moins sexy, quoi. On a une baie vitrée, une cheminée, ça va. Ça va, elle est contente. Ça va. Je reviens à tes spectacles, j'ai fait une petite digression, mais comment on fait pour écrire des spectacles? C'est quoi un peu ton nombre d'or, quoi, ton truc un peu magique pour que ça fonctionne
Il y en a. Alors comment tu fais je me fais penser à tous ces gens que je déteste, que je vois sur les réseaux sociaux parler de leur métier comme si c'était de la chienne. Ouais, C'est l'humour, c'est l'humour quand tu essaies d'expliquer l'humour. Je sais plus qui disait ça. C'est un peu comme quand tu dissèques un rat pour savoir comment son cœur fonctionne. Mais à la fin, il meurt. Ouais. Donc tu sais comment il fonctionne. Et à force de parler d'humour, on va le tuer. En gros, comment je fais? Je marche dans la rue. Je n'écris jamais. Si tu veux, c'est sur mes notes de téléphone, il y a 4 mots. Là, ça serait Sarkozy, yaourt, Darmanin. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? Voilà. Et je le fais dans la rue. Je marche avec le petit, là, en ce moment. Donc, c'est le petit, il est avec sa moto-boom. Il fait de la moto-boom. Je suis derrière et je parle tout seul. Et je fais comme si j'étais maman. Tu vois? Et puis, le soir, je le tente sur scène. C'est un bide le premier, c'est un bide le second. Si au bout du 5e, ça marche pas, je me dis c'est une mauvaise idée. Si c'est au bout du 3e, les gens commencent à se dire, à rigoler, je me dis je le développe. Voilà, c'est tout. Ah, tu le tentes sur scène? Oui, tout de suite. Donc, t'improvises, en fait. C'est pas de l'impro, tu prends un fil et t'essaies de trouver avec tes mots des trucs qui pourraient être faits marrant, mais c'est pas de l'impro. Tu vois, là, je suis venu en vélo. Et je suis en train de me dire, tiens, il y a pas longtemps, il y a un journaliste qui m'a posé la question pour le vol au Louvre, ce que j'en pensais. Ouais. Mais putain, je m'en bats de les couilles du Louvre. À la base, maintenant, j'ai 50 ans, je peux le dire. Les musées, ça me fait chier. Voilà. Parce qu'avant, quand tu disais, les musées, ça me fait chier, on disait, ça se dit pas. Ouais, c'est vrai. Mais là, putain, ça m'emmerde. Ouais. Eh bien, parler de ça. Parce que ça me vient du bide. Oh là là. Donc, j'essaie de trouver des mots pour parler de comme ça m'emmerde d'être dans les musées. D'ailleurs, je suis plus allé, j'y vais pas dans les musées, moi. Ça me c'est saoule. chiant. Moi, c'est écoute, chiant. Je trouve ça chiant. Voilà. Je suis trop d'accord. Eh bien, le problème, c'est si tu dis ça à la télé, ou oh là là, le gros bof. Ouais. Ça, c'est un gros bof, ça. Ouais. Peut-être, mais j'aime pas les musées. Ouais, bah carrément, écoute, faut le dire. Et donc, je me parle tout seul en disant pourquoi j'aime pas les musées. Et donc, ça veut dire que quand on vient voir ton spectacle, il est un petit peu différent tous les soirs? Ah oui, il change. Oui, ouais. Parce que le petit, il grandit. L'actuel bouge, donc en fait tous bougent. Avant je parlais beaucoup de l'accouchement de ma femme, maintenant il a 2 ans et demi, je vais pas parler de l'accouchement de ma femme, je parle de ce qui se passe maintenant. Là il est propre, donc je parle de sa propreté, soi-disant, où je suis obligé d'aller compter ses crottes, parce qu'il m'appelle pour venir vérifier. Donc c'est ça qui me fait marrer de raconter ça maintenant, parce que je le vis. Et j'avais 5 minutes sur Bayrou, je les fais plus. Ouais, c'est clair. C'est terminé. Donc oui, le spectacle. Même moi, ça me ferait chier de raconter toujours les mêmes trucs. Mais marrant que tu fasses le lien entre les crottes dans le pot et Sarkozy. Ouais, quoi. ça marche. C'est vrai, ça marche. Ouais. Mais ça marche. Ça marche tout seul. Faut trouver des sacrées chevilles quand même entre les sujets. Hein. Et ben c'est ça le truc. Un spectacle, c'est une boule de bowling que tu dois jeter et qui doit rouler parfaitement. Ouais. Et ça marche. Tu sens la salle, tu sens les blagues qui marchent pas. Ouais, parce que je joue dans une salle à Paris il y a 80 personnes. C'est un bijou de théâtre. Ça me permet de rester longtemps sur Paris parce que je joue du jeudi au dimanche. Donc et quand t'as 80, il y a rien de plus dur que de faire rire 80 personnes. Il y a rien de plus facile que de faire rire un zénith. C'est quoi la différence? Pourquoi c'est facile? Parce que t'as 4000 personnes. Ouais. Si t'en fais pas rire 1500, tu les entendras pas. Hein. Tu entendras toujours les 2500 morts de rire. Tandis que quand 80 personnes et qu'il y en a 25 qui rigolent pas, tu le sens. Donc ça t'oblige à être efficient et tout de suite. Ah, ça va être la pression, n'empêche. Mais non, il y a rien. C'est un métier. C'est un métier. C'est juste, tu risques rien à part d'être pas marrant. Je ne comprends pas les gens qui montent sur scène stressés. T'es jamais stressé? Jamais de la vie. Mais c'est trop bien. Ah mais jamais de la vie. Je ferais pas ce métier pour être stressé. Si j'étais stressé, j'arrêterais de faire ce taf. Je ferais un fonctionnaire. Je serais tranquille. Mais attends, le moment où tu sens que ça se marre pas... C'est pas grave, moi ça me fait rire. Ça me fait rire de dire, vous avez vu, c'est moins marrant là. Les gens rigolent. C'est aussi l'expérience qui te permet de rattraper n'importe quel truc. Mais je fais pas partie de ces gens qui, avant de monter sur scène, vomissent. Ouais, il y en a plein, c'est vrai. Oh là là, quelle flemme. Moi, avant de monter sur scène, on boit l'apéro. Hein. C'est génial. Mais c'est que pour ça qu'on fait ce métier. Ouais. C'est pour avoir mais des c'est gens... une chance aussi d'être cool, quoi. C'est que t'es bien dans tes pompes, en fait. Pour faire ça, ouais. Ouais, t'es obligé d'être bien dans tes pompes. Ouais. Il y en a qui sont... J'ai des collègues qui sont stressés, qui montent sur scène en ayant des velléités de combat, de changer la société. Est-ce que t'as des petites superstitions avant de monter sur scène? Rien. T'as bu l'apéro, t'arrives, quoi.
Ouais. C'est ça. C'est quand on est en tournée, sur la fiche technique, on demande toujours le vin local, les spécialités locales, et on boit l'apéro avec les régisseurs de la salle et les miens de régisseurs. Ça, c'est à 8h, et le spectacle est à 8h30. Ils sont toujours hallucinés de se dire, mais attends, mais tu te prépares pas, il n'y a pas de... Je dis, non, vas-y, on boit du vin, et puis voilà. C'est très sympa. Ouais. Et comme tu as une part d'impro aussi, peut-être que parfois tu sais rebondir en fait. Enfin, c'est tellement naturel chez toi que. Je pense que j'ai fait le métier qui me correspond le plus. Ouais. Alors, je joue pas devant des zéniths, tu vois. T'as Mais fait déjà un zénith, parenthèse? oui, ça m'arrive quelquefois. C'est pas très intéressant. C'est mieux de voir les gens en vrai. Et donc, pardon, je t'ai interrompu. Pourquoi ça te correspond le mieux? Parce que tu te poses pas la question de savoir si t'es pas à ta place ou pas. Tu sais qu'à ce moment-là, t'es là et que c'est là que tu dois être. C'est rare dans la vie, de se dire c'est là que je dois être. Ça m'est arrivé dans le plan personnel et professionnel. Dès que je monte sur scène, je me dis putain, c'est là que je dois être. C'est là que je suis bien en fait. Il peut rien m'arriver. Vraiment, il peut rien m'arriver. C'est génial. Ouais. Et tes parents qui voulaient que tu fasses du droit, etc., comment ils l'ont pris quand t'as dit mal au début. Première année, c'était compliqué. Et puis après, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont heureux parce que leur fils est heureux. Donc, ils sont heureux pour moi. Vraiment. Donc voilà, je leur fais... Tu dois continuer, d'ailleurs Sur un métier, tu vis très mal, humoriste. Ah ouais. Dis-moi des humoristes à 60 ans qui continuent à bien marcher. Ouais, c'est vrai. Tu dois avoir Chevalier du Fiel, Roland McDan, Anour Manoff, je te parle des vieux de la vieille, qui tiennent. Gad Elmaleh qui est revenu, Florence Foresti, mais ça se compte, il y en a très peu. C'est un métier, t'es vite démonétisé. Parce qu'il y en a tellement qui arrivent, et puis tu peux vite devenir un boomer, comme on dit, et répéter les mêmes choses aussi. Moi, ça fait 4 spectacles. Est-ce que le 5e, qu'est-ce que je vais raconter au 5e? Tu ferais quoi après alors? Je sais pas. Ouais. Qu'est-ce que je ferais? La vie, elle est longue. Est-ce que je resterai à Paris? Est-ce que je ferai de la comédie? La comédie, le problème, c'est que faire du cinéma ou des téléfilms ou des séries, il faut attendre que quelqu'un t'appelle. Moi, j'aime pas trop. L'intérêt de faire de la scène, c'est que là, j'écris des blagues, ce soir, je les fais. Tu vois, et je suis dépendant, j'aime pas être dépendant des gens. Mais est-ce qu'on n'a pas plusieurs vies dans la vie? Peut-être que je retournerai. Là, je sais, tu vois, par exemple, que ma femme s'est un peu sacrifiée pour moi, mine de rien, puisqu'elle élève le petit, et bien pourquoi sûr. Pas switcher? Peut-être qu'elle a envie de faire des trucs et que c'est à moi un peu de m'oublier. Je sais pas si j'ai le niveau encore. Bah, c'est pas facile quand t'as eu l'habitude de la lumière et tout. Elle verra ça ou pas? Coupez. Faut pas qu'elle le voie, hein. Je déconne. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ouais, tu serais... Non, mais attends, c'est chaud. Quand t'as eu l'habitude de la lumière et tout, de lui dire maintenant c'est moi qui élève le petit. Peut-être. Peut-être parce que encore une fois, c'est pas toi qui décides de continuer ce métier. Hein. Ah ouais, non, mais si les gens ils viennent plus dans ta salle, tu peux t'accrocher tant que tu veux. Hein. Et il y a rien de plus laid qu'un être humain qui s'accroche à un truc qui est passé. Ouais. Je crois, hein. Moi, il y a rien de plus pathétique en fait. J'ai pas envie de devenir ça. J'en connais, hein. Et dans tous les métiers, hein. Que ce soit professionnel ou sur le plan sentimental, tu vois, j'ai pas envie de devenir ça. Vraiment. Mais pour autant, tu sais pas ce que tu ferais, c'est marrant. Non, mais c'est cool, hein. Moi, j'ai envie ta zénitude quand même. Je suis pas très zen, attends, mais au moins tu parlais d'ange gardien, s'il existe, au moins il me guide bien là-dessus. Et j'ai un peu confiance en me disant, vas-y, au pire, qu'est-ce qui peut t'arriver? Ça va aller. Ouais. Est-ce que le fait de faire de l'humour, ça cache une fragilité? Écoutez, Mireille Dumas. Ouais, un peu. Non, mais tu sais, je me dis souvent, quand même, ça peut cacher un enfant qui a été hypersensible. Ah non, mais on fait ce métier. Tu montes sur scène parce que t'as voulu plaire. Ouais. J'ai voulu plaire à mes parents, j'ai voulu plaire à des filles, j'ai voulu plaire à des potes. Tu te bats avec tes armes. J'avais des potes qui étaient très mignons, ils n'avaient pas besoin. C'est un muscle, en fait, être humoriste. C'est un muscle qui me permet de plaire. Voilà, c'est tout. Maintenant, j'ai fait un peu la paix avec moi-même à ce niveau-là, mais je pense que j'ai pas dû avoir ma part, peut-être dans certains domaines, tu vois, par rapport à mes parents, par rapport à, je sais pas, plein de choses, tu vois. Et maintenant, c'est bon, je l'ai rattrapé. Mais on fait pas ça, c'est pas anodin. Bah, c'est pour ça que je te pose la question. Monter sur scène devant des inconnus, parler à un micro, c'est pas anodin. Hein. Bah, tu vois, tu te moques de moi, mais en fait, oui, c'était une bonne question. C'est une bonne question, bien vu. Bien vu. Vois, mine de rien. Là, tu pars en tournée, donc la scène, tu vas continuer. Ouais, je pars de mi-janvier à mi-avril, ouais. T'aimes pas? Si, j'adorais avant, mais là, j'ai le petit et tout, j'aime bien être à la maison. Et puis le corps aussi. Quand t'as 35 ans, tu pars en tournée, tu peux tous les soirs goûter les spécialités locales. Mais là, à 50 ans, va falloir que je fasse attention un petit peu. Donc ça passe par là, mais la tournée, j'adore. Ouais, j'adore. Donc en fait, ça va être bien. Il va falloir que je m'organise pour voir la famille souvent.
Comment ils vont venir te voir? Comment? J'embarque. Moi, j'ai un bébé voyageur. C'est très sympa. Ouais, il vient a son avec sac toi, à du dos, coup. il adore le train, il adore l'avion. Alors on va dire oui, il faut qu'il ait un cadre. Dès que la destination est cool, alors ce critère est défini par ma femme évidemment. C'est nous qui décidons. J'embarque tout le monde. T'embarques tout le monde. Ouais. Et on se retrouve, on a nos trucs, tout va bien. Est-ce que tu as envie d'agrandir la famille? Parce que tu as l'air hyper heureux dans la paternité. Oui, je pense que ouais. Oui, c'est un truc, il y a rien de... Enfin, il y a des gens qui sont faits pour ne pas avoir d'enfants et ils sont tout à fait respectables. Moi, j'aime bien en avoir. J'ai bien kiffé. T'aimerais en avoir combien? Oh là là, si j'avais autant de nounous que d'enfants, plein. Parce que c'est ça à gérer, putain, c'est compliqué. Clair. Oui, parce qu'on n'a pas les parents à côté, donc c'est compliqué. Ouais. C'est quoi, 2, 3? C'est quoi, 2, ça serait bien. 2, ouais, c'est cool, bien, ouais. 2, c'est cool. Ouais. 2, c'est bien, ouais. Même pour lui, là, il s'éclate bien, il commence à parler. Ouais, ça serait bien 2. Et le fait de les faire un peu plus tard que la moyenne, tu te dis quoi, que c'est arrivé au bon moment dans ta vie, Mais j'aurais plutôt, peut-être si je serais en train de te parler, je serais plus avec la maman, parce que ça n'aurait pas été la bonne personne, donc je me dis que non, tout va bien. Les choses arrivent quand elles doivent arriver. Alors, je parle pour moi, hein. Maintenant, c'est un peu un cis blanc hétéro privilégié qui te dit ça, mais pour moi, les choses arrivent quand elles doivent arriver, donc je fais confiance. Ouais, tu continues. Faut pas forcer. Donc quand ça arrive et c'est très bien. Ouais, et là, ça arrive à ce moment-là, c'est très trop bien. cool. Et puis ça m'a donné un nouveau peps, en fait. Hein. Bah, de dingue. Ça donne un nouveau peps à moi, à mes parents. Ouais. Qui se retrouvent grands-parents. Ça redistribue les cartes de plein de choses. Ouais. Et on dort plus. On dort plus, mais ça redistribue tellement de choses. Je trouve ça très intéressant. Ah non, mais c'est canon. Et tu continuerais de parler de ta vie de perso et tout, de l'accouchement de ta femme, le deuxième? Ben oui, parce que le seul truc que après, c'est des prétextes, parce qu'il faut pas non plus que ça devienne une psychothérapie. Il y a plein d'humoristes qui montent sur scène en parlant que d'eux et de leur trauma. Qu'est-ce que c'est chiant. Moi, s'il y a quelqu'un que je connais, c'est moi. Le but, quand tu montes sur scène, moi, ce que j'essaie de faire, c'est l'entonnoir à l'envers. Tu pars de toi pour concerner les gens. Je te parlais des musées. Je te parle que j'ai envie de parler des musées, mais je pense que le fait de dire les musées, ça me fait chier, ça va concerner plein de gens. Et donc, tu vas parler des habitudes des gens dans les musées. Donc, les gens vont être concernés. Mais à la base, tu parles de toi. Mais ta femme, elle t'en veut pas quand tu racontes des détails d'accouchement et tout? Non. Excuse-moi, mais enfin bon. Parce que je me moque pas mal de moi dans l'accouchement. Je me moque pas d'elle. Parce que quand même, quand vous accouchez, vous êtes quand même des héroïnes. Hein. On se rend même pas compte à quel point c'est incroyable de faire ça, quoi. C'est incroyable. Quand je vois mon gosse courir, je me dis, attends, mais ça vient de là. Ça n'a pas de sens, en fait, ce truc-là. Comment j'ai fait un gosse, moi? Je sais pas monter un meuble Ikea, j'ai réussi à faire un gamin. Ouais. Non, mais je veux dire, il devrait y avoir des examens avant, en fait, pour les mecs. C'est trop facile pour nous de faire un gosse je trouve que c'est le truc le plus facile à faire qui amène le plus de responsabilité, tu vois. Et je pense qu'il faudrait faire des examens sinon on te ligature. On te coupe on coupe tout. Parce que il y a des gens, ils doivent pas avoir d'enfants. Je suis persuadé de ça. Ouais. Ah ouais. Ouais, non, mais je suis bien d'accord. Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. Dans Tous Wonder, on aime bien terminer avec un conseil. Au vu de tout ce qu'on s'est dit, ou de ce que tu as envie de faire après, ou sur la paternité. Un conseil de vie, un truc, Faites de votre mieux. Ouais, c'est pas mal ça. C'est le meilleur conseil. Ouais. Vous ferez de la merde, mais au moins, ce sera de votre mieux. Et il n'y aura aucun regret. Faites de votre mieux. N'écoutez pas trop les conseils des gens. Ouais. On peut pas... Ouais. Faites de votre mieux. Il y en a marre de ces podcasts de conseils, de livres, de conseils, de parentalité, le couple, le développement personnel. J'ai du mal avec ces gens qui se permettent de donner des conseils aux gens qui connaissent pas. Faites de votre mieux. Fermez les yeux et respirez et vous verrez. Ouais. Il y a aussi ce côté peut-être parenthèse sur ne pas être touché par le regard des autres. Là, ce que tu disais, moi, sur scène, ça m'a bluffé. Je suis pas drôle, c'est pas grave. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un truc aussi que tu t'as en toi là-dessus. La seule personne avec qui tu vas vivre toute ta vie, c'est toi. Hein. Ouais. T'as intérêt à être bien dans ta peau. Hein. Ouais. T'as intérêt à bien t'aimer. Hein. Ouais. Aime-toi. Aime-toi, et parce que t'as plein de défauts, t'as plein de qualités, mais essaie de t'apprécier un minimum. Et n'écoute pas les gens. Enfin, je sais pas. J'ai toujours... non. J'écoute pas j'écoute mes proches, tu vois. Même ma femme, j'écoute pas. Putain, il faudrait que je l'écoute quand même quelquefois.
Ouais, méfie-toi parce qu'elle va écouter. Hein. Ah merde. Merci, Merci Mathieu, à toi, c'était très cool. Madénian, pour tes conseils qui sont super chouettes. Franchement, Ouais. qui sont sympas. Je pense que ça va aider aussi les gens. Et puis, donc, je rappelle, nouveau spectacle À pleurer de rire, Ouais, qui est à Paris, puis ensuite tourné. ouais. Tourné, tu parles de paternité, mais pas que. Voilà, Tu reviens exactement. aussi sur tes valeurs, l'autodérision que tu as en toi, ton esprit vif, la politique et un petit peu d'actu quand même. Ouais, Donc, c'est un spectacle varié, voilà. c'est ancré dans la société. Ouais. Voilà, pas en décalage, au moins j'essaye. Bon bah écoute, génial. Merci en tout cas Merci. pour ton temps, pour ta confiance et pour tes chouettes conseils. Et tous Wonder, on se retrouve tous les mardis. Salut!